Une journée d'été dans les Alpes-Maritimes. Le véhicule de garde du groupe Milieu Périlleux des pompiers est appelé en renfort sur une intervention d'urgence. Donc on a des promeneurs sur le GR4 qui se sont engagés sur le GR4 et qui arrivaient après apparemment la veine de Notre-Dame. Il y en a un des deux qui est tombé dedans. Donc il était inconscient. Après avoir appelé le requérant, il nous a dit qu'ils sont arrivés à le localiser en l'entendant parler. Donc apparemment là maintenant conscient. Donc il nous reste plus qu'à le trouver. La situation est délicate. Le promeneur vient de chuter d'une quinzaine de mètres dans un gouffre. Tous les moyens de secours d'urgence sont déployés. L'hélicoptère de la sécurité civile, lui aussi, est déclenché avec un médecin pompier à bord. En tout, une quinzaine de pompiers, dans la plupart spécialisés intervention milieu périlleux, se rendent sur les lieux. Allô? Ouais, c'est le GMP là. Dis-moi, tu as les mecs qui sont en contact en bas sur la veine. Ils sont quasiment en contact. Bon, est-ce que tu peux avoir des infos? Parce que là, on est sur la partie haute de l'intervention. Éric Sapé, conseiller technique départemental, prend les informations nécessaires pour acheminer le plus rapidement possible tout le matériel nécessaire à l'extraction de la victime. Le groupe embarque une civière souple, conçue spécialement pour passer dans des passages étroits. Ils prennent également avec eux tout le matériel nécessaire pour intervenir en toute sécurité. Les secours ont été prévenus grâce aux compagnons de randonnée de la victime qui ont donné l'alerte. En fait, on remontait, on cherchait la fameuse chapelle, on a pris le petit chemin qui descend. On est descendu en bas, tout s'est bien passé, on n'a pas trouvé la chapelle et en remontant, juste en arrivant au-dessus du caillou, là, il a disparu. Il a disparu dans un trou, dans une avenne, donc on l'a appelé, on a gardé le contact, mais on ne sait pas à quelle profondeur il est, on ne sait pas où il est. Moi je suis remonté, on était deux à remonter, je suis remonté sans problème et lui a disparu dans un trou, dans une avenne je pense. 70 ans. Voilà. Faites attention de ne pas venir au bord. Là. Une chance que l'homme était accompagné. Le coin regorge de gouffres impossibles à sécuriser. Sans eux, personne n'aurait pu le localiser. Les secouristes descendent dans le gouffre pour faire le contact avec la victime et donner un premier bilan médical. À l'extérieur, le médecin attend les premiers éléments avant de descendre à son tour. Ouais, reçu. Donc il y a une plaie importante au niveau du crâne. Au niveau des membres inférieurs... La victime est vivante et son état médical semble encourageant. Les collègues de la victime sont toujours dans la plus grande inquiétude. C'est au tour du médecin de descendre. Dans ce genre d'accident, il est indispensable de prendre le moins de risques possible. Ce médecin est formé à progresser dans ce milieu hostile. Et il est capable de médicaliser sur place. Éric doit maintenant perforer le rocher pour mettre en place des amarrages suffisamment solides pour pouvoir remonter la victime. L'homme a fait une chute impressionnante et c'est déjà un miracle qu'il s'en soit sorti vivant. Le bout de la corde de traction. Le randonneur a quitté le sentier balisé et s'est retrouvé dans les branchages accompagné de ses amis avant de tomber dans le gouffre. Il a rebondi sur un rocher, il est retombé sur le ressaut en dessous et il a roulé sur la pente de terre qui est en dessous et il est bloqué en bas sur une étroiture. Pendant que le médecin apporte les soins d'urgence, les secouristes finissent le dispositif de remontée et font descendre le brancard souple. Yann, on a tes ordres là, on te l'a fait suivre. D'accord. Donc moi je la guide un petit peu? Ouais, tu la dégages un peu, qu'elle ne frotte pas sur la roche pour pas qu'il y ait de pierres qui risquent de partir. Ça marche. Donc la dève elle est... La dève elle est en bas, tu la vois. Au fractio là? Au fractio avec une cordelette au bout. Ça marche. La victime est en contrebas et il faut éviter à tout prix de faire tomber des roches. Les bas-côtés sont très friables. Il faut pourtant faire vite. Yann, le secouriste de garde, rejoint la première partie de l'équipe. Il arrive près de la victime et la découvre très mal en point. Elle est immobilisée pour ne pas aggraver sa situation. Le médecin demande du matériel médical supplémentaire. Ça va où ça va? Il y a une suspicion d'un traumatisme au niveau du rachis.
Voilà, maintenant c'est des choses, il faut prendre les précautions ici, c'est des choses qui vont se faire en milieu hospitalier avec des radios, voir si c'est grave ou si c'est pas grave. Mais là, toute l'importance, c'est justement de remonter sans aggraver, c'est ça? Exactement. Voilà, il faut remonter. Donc c'est pour ça que là, tout l'équipement est fait hors frottement. C'est quelque chose qui va partir du bas de la cavité jusqu'en haut et qui va monter donc assez doucement, mais régulièrement, pour pouvoir sortir la victime dans les meilleures conditions et pas lui donner d'un coup. Tout le dispositif est maintenant en place pour la remontée de la victime. Le médecin va être sorti en premier pour pouvoir la réceptionner dès sa sortie à l'extérieur de la veine. Il va nous donner plus de précisions sur l'accident. C'est bon, allez, sors. Sors, monte jusque là-haut. Comment ça s'est passé alors là? Super bien, il est très courageux, impeccable. Il a fait une belle chute, il y a au moins 40 mètres. Ah, quand même. Grosse plaie du crâne qui saignait bien. Je remonte ça là-haut. Et le nez, tout le reste, il est impeccable. Il est hors de danger? Hypothermie aussi, Il est hors de danger? je pense. Ouais. On verra à la sortie. Bon, pour nous, le médecin est dégagé, donc quand tu veux, on attaque la manip. L'homme a finalement fait une chute de 40 mètres. Une chute vertigineuse, son état est un véritable miracle. Là, le cassé, il y a 12 mètres à peu près. Après, tu as encore 4-5 mètres, et après, tu as tout un peu incliné herbeux, enfin terreux, qui fait à peu près 20 mètres. Donc il a tapé, après il a roulé jusqu'en bas. Quoi. 40 mètres de chute? Bon, à peu près approximatif. Vertical, 20 mètres, hein, c'est sûr. Il faut maintenant remonter l'homme sans qu'il ne touche les parois de la cavité. Seules les radios seront en mesure de révéler ces fractures. Il faut donc prendre toutes les précautions possibles. Halte! Prends un peu sec. Allez, traction, traction. Traction. Là, tiens là, voilà. Stop. Halte. Halte. Traction. Traction. Soulage. Halte. Halte. Joli. Attends, donne-moi du moule là-dessus. Doucement. Doucement. Allez. Voilà. Doucement. Doucement, fais attention là, ne sois pas précipité. Allez, traction. Traction. Halte, on repositionne. Didier, sort du truc là. Ça te gêne pas trop ce que je t'ai mis dans le nez? Ça va. D'accord. Bon là ça saigne plus, hein, donc c'est bon. Ça y est, t'es dehors là. Hein, on va te mettre dans l'hélicoptère maintenant. Oui. Et on va t'emmener sur Grasse. D'accord. Ok. Vous dites un peu de copain. Vas-y, à moi tout. Ouais, tous tes copains sont prévenus, ça y est. Oui. T'as pas froid? Non, non. Bon, super. Quand vous voulez. Allez, hop. On y va doucement. Moi je m'aide avec la main gauche. Super. Ouais, impeccable. Tu pourras récupérer ces lunettes, elles sont sur le rocher. C'est bon, on les a ces lunettes. Ah ok. L'homme est maintenant hors de danger. Les secouristes ont réussi à l'extraire de son gouffre en moins de 3 heures. Il va maintenant pouvoir être héliporté jusqu'à l'hôpital le plus proche. Ses amis sont enfin libérés de tout le stress et ils n'arrivent plus à contenir leurs émotions. On n'avait pas besoin de ça. Hein. Il y a un qui va prendre un casque là-bas. Rodin, je suis content de le voir là. Hein. Oh là là là. Sur deux. Merci. Là, merci. Gérard, la victime, est moins sous le choc que ses amis. Il lui reste même un peu d'énergie pour parler aux secouristes. Je vous dirais grand merci à tous. Ah ben je leur dirai, il n'y a pas de souci. Je leur dirais bravo, chapeau. Ben c'est vous le cascadeur là. Hein. Faites attention au matos là-bas. Sacrée descente là. Hein. Bon, maintenant on vous met dans l'hélicoptère. Et puis après on vous emmène jusqu'à l'hôpital, ce sera fini. Et là on s'occupe de vous.
Gérard séjournera 4 jours à l'hôpital. Il s'en sortira avec seulement un nez cassé et quelques contusions. Nous le retrouvons 8 jours plus tard. Il est tranquillement chez lui avec son frère et sa femme, en convalescence. 8 jours après, il y a des bleus qui ressortent. Des hématomes que j'avais pas il y a 2 jours. Hein. Oh, comme ça, j'en ai. Je vous montre pas mes fesses, hein, mais c'est pareil. Hein. C'est dans le même ton. C'est le schtroumpf. Le dos, enfin tout partout, quoi. C'est ce que je dis, il n'y a que les parties intimes qu'on peut déguster. Nous retrouvons Gérard avec un sens de l'humour à toute épreuve. Il va nous raconter maintenant comment il a vécu son accident. À un moment, je me suis trouvé j'avais plus de prise pour mes pieds, plus rien. C'est là que j'ai largué mon sac à dos pour m'alléger, quoi. Puis j'ai essayé de me déplacer un peu, contourner, et puis c'est là que je suis parti, quoi. Les chaussures ont lâché sur les buis, et puis... Et après, boum, badaboum, quoi. Après, je me suis senti rouler-bouler, cogner de partout. Et quand j'ai réalisé, j'étais accroupi dans le pierrier, quoi, dans le noir. Et là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais un petit point d'appui sur la main droite. J'ai déjà commencé par lancer un caillou pour voir, j'ai dit des fois, mais je ne l'ai pas entendu arriver au fond. J'ai dit, bon, faut pas que je bouge. Parce que le pierrier est quand même à 45%. C'était humide, c'était du petit gravier glissant. Hein. Bon, de temps en temps, je détendais une jambe, je détendais l'autre. Un coup un bras, un coup l'autre. Non, je pense que j'ai pas trop mal réagi, quoi. Je suis content de moi. Vous êtes content des secouristes aussi, j'imagine? Surtout des secouristes. C'est surtout eux qu'on le mérite. Hein. Ouais. Pourquoi? Ils risquent quand même. Hein. Prennent des risques. Puis ils font un boulot formidable. Hein. Moi, de les voir travailler autour de moi, le docteur et tout ça, c'était... Moi, je ne pensais pas qu'ils allaient me faire tout ça sur place, quoi. Le plus délicat pour moi, c'était de ne pas faire partir de pierres en partie haute, tu vois, qui, pendant la chute ou quoi, risquait de encore reblesser la personne, quoi. Une fois qu'on a placé les points, qu'on a resécurisé qu'on a sécurisé le dispositif qui était en place par le renfort de points supplémentaires, le plus gros souci, c'était de ne pas aggraver le cas de la victime. Donc, le plus gros danger là, c'était de faire partir par rapport à la configuration de la doline, de faire partir des pierres ou des blocs en dessous, quoi. Attention, une pierre. Pierre. T'as testé le bloc là, Eric? Celui-là là où il y a le pied dessus? Non, il est bloqué. Il est bloqué, quoi. Ouais. Qu'on n'a pas droit à l'erreur, quoi. On ne peut pas se permettre, de jouer avec la vie des gens et avec notre vie, quoi. Donc de ce côté-là, moi j'estime que pour pouvoir être performant, il faut s'entraîner, aussi bien physiquement que techniquement. À ce niveau-là, on ne peut pas se permettre un manque d'erreur. Pour nous, les entraînements, de toute façon, si tu n'es pas bon en entraînement, tu ne peux pas être bon en opération, quoi. C'est comme ça, quoi. Pour faire partie du groupe Milieu Périlleux, les hommes doivent être surentraînés. Mais cela ne suffit pas. Chaque année, ils doivent passer des tests de contrôle opérationnel, où l'on vérifie avec minutie toutes leurs techniques d'intervention en milieu dangereux. Aujourd'hui, ils vont devoir évacuer une civière dans un canyon sec, sans jamais toucher les parois. Essayez de toujours anticiper par rapport à ce qui va se passer après. Donc au niveau de la communication, essayez de communiquer beaucoup entre vous, quoi. C'est des tests de contrôle opérationnel, mais comme les mecs on les pratique toute l'année, on les connaît, donc on sait s'il y a des problèmes particuliers chez certains, leur aptitude et leur manière de travailler. Donc bon, au niveau, il faut vraiment que le mec fasse une grosse faute de sécurité pour qu'il y ait un recadrage de... Là ou là? Il y a un chemin qui descend là. Ah, on a un chemin là. Un chemin. Allez, prends-le. Éric Sapet est l'un des encadrants qui doit contrôler tous les gestes des secouristes. C'est lui qui dira si oui ou non, les pompiers sont toujours aptes à faire partie du GMP. Mon rôle, c'est de ne pas faire l'équipement pour l'évacuation et un peu de regarder ce que les mecs y font par rapport à l'idée
l'idée de la journée, c'est-à-dire l'évacuation. Je regarde un peu ce qu'ils font, je vois un peu si ça correspond à ce qu'on attend des mecs. Et vous attendez quoi les mecs? Qu'ils soient bons. Rapide, simple, efficace. Rapide, simple, efficace. Simple et efficace, Eric ne va rien laisser passer et il va le montrer. Qu'est-ce que tu prends? Je prends tes 2 points pour faire la tiro. Ah, mais fais un déporté là. Tiens, c'est bon. Ouais, là, après je mets la femme, mais je le mets là. Non, te complique pas la vie, Arnaud. Te complique pas la vie là. Tu veux comment? Là, tu me mets une dégaine. Tu mets une dégaine et tu fais le renvoi dessus, quoi. Ah, les 2 points sont reliés, c'est bon. Là, ça marche. Tu mets une dégaine, oui. Sécurisé. Voilà. Oui, c'est parce que. Pas de soucis. Ouais, demi-câble direct dessus. Ouais, c'est pour être sur 2 points comme. Mais tu les as les 2 points. Ouais. Sur 2 points. C'est bon? Ah, j'ai mis une. Attends. Restez simple. Soyez clairs, les gars. Attention, Tends pas trop, c'est bon. T'emmerdes pas. Le brancard, tu le fais dit. Quand il arrive, là, tu largues. Il se pose et après, vous faites filer. La difficulté de la manœuvre consiste à faire passer le brancard sans temps mort dans les relais d'ancrage. Pour cela, les hommes sont répartis tout au long du parcours, chacun à un poste bien déterminé. Et 2. C'est bon. Partir, ils sont 2. Allez, vous descendez? Ouais. Ouais, sécuritement. La victime râlera pas aujourd'hui. Nickel. Ok, reprends sec la civière. L'exercice se déroule sans encombre, mais les conseillers techniques sont exigeants. Et quand ils ne sont pas contents, ils le font savoir. Là, ça va pas, là. Ouais, mais moi, je veux progresser, là. J'ai pas de corps d'équipement. Tu me dis que c'est celle-là, mais je peux pas l'utiliser. Je vais où, là? Je prends laquelle? Vas-y, Eric, c'est libre. Hein. Elle est où, la corde d'équipement? Les mots d'ordre sont toujours les mêmes. Rapidité, efficacité, sécurité. Eric Sapet ne lâche sur rien. Quand vous entamez la remontée, tu fais sortir tout le monde, il va y avoir des pierres qui vont partir. Bon, de temps en temps, tu recadres un peu, mais c'est pas du recadrage, tu vois. Au niveau sécurité et tout, ça se passe correctement et tout, il n'y a pas de problème. Opérationnel, on l'est. Je suis sûr que toutes les situations auxquelles on serait confronté, il n'y aurait aucun problème. Et nombreuses sont les situations dans le département. Montagne, canyon, mer et milieu urbain. Le terrain de jeu pour les sportifs est immense. Mais depuis une dizaine d'années, c'est surtout l'activité du canyoning qui explose. Le département a de quoi faire. Les Alpes-Maritimes en comptent plus de 200 équipés. C'est ici qu'on en trouve le plus en France. Avec une fréquentation accrue des canyons, les accidents se multiplient. Foulures, fractures, nombreuses sont les interventions que doivent effectuer les secouristes. Un accident vient de se produire dans les gorges du Loup, l'un des canyons les plus fréquentés du département. Les pompiers sont appelés sur place. Ils le connaissent. Ils y font régulièrement des reconnaissances. La reconnaissance est quelque chose de très important puisque lorsqu'on intervient dans un canyon, on arrive plus facilement à situer les gens. Quand on a l'ordre de départ, on ne sait pas du tout où se situe la victime. Philippe Serre connaît les moindres recoins du parcours. Un atout indispensable quand on doit secourir. On ne sait jamais sur quoi on va tomber et où il va être. Grâce à leur entraînement, ils progressent rapidement et trouvent la victime en très peu de temps. J'ai découvert en haut d'une cascade une personne blessée, donc il avait une fracture de la cheville avec déplacement. L'homme est un sportif aguerri, mais il s'est laissé piéger. Avec sa fracture, impossible pour lui de bouger. Et il est descendu en désescaladant et il s'est coincé la cheville entre deux rochers et il s'est les fracturé.
il avait très mal déjà, ça faisait plus d'une demi-heure qu'il était avec la cheville fracturée. Et dès que mes équipiers sont arrivés, on l'a positionné dans la civière pour pouvoir le conditionner correctement avec une attelle. Et après, j'ai fait la demande d'un moyen médicalisé, donc un médecin, pour pouvoir l'endormir, lui remettre la cheville normalement et pour pouvoir l'évacuer avec l'hélicoptère. Une fois de plus, l'hélicoptère de la sécurité civile va devoir intervenir avec son médecin urgentiste en milieu périlleux. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour évacuer la victime vers l'hôpital le plus proche. On dénombre dans les Alpes-Maritimes une quarantaine d'accidents de canyon par an. C'est le département où il y a le plus de blessés en France. Souvent non expérimentés, les victimes s'engagent sans guide et connaissent mal les dangers de la pratique. Si l'activité paraît facile, il est pourtant indispensable de maîtriser les dangers liés à l'eau et de rester le plus prudent possible. Il y a pas mal de petits ressauts qui se sautent ou qui se désescaladent avec des blocs cachés. C'est très accidentogène par rapport aux chevilles, c'est réputé pour ça. Hein. Donc moi ce que je vous demande là-dessus, c'est vraiment d'être super vigilant. Le moindre ressaut, si on n'est pas sûr du coup, il y en a un qui désescalade ou qui se fait assurer avec un petit bout de nouille qui va voir pour les autres. Et on s'attend, on localise bien les blocs. C'est vraiment un truc à se faire les chevilles tout du long. Second test de contrôle opérationnel pour les pompiers du GMP. Aujourd'hui, canyon aquatique. Ah ben c'est obligatoire. Chez canyon on y a droit. Hein. Chez canyon on a droit voilà, à ces tests de contrôle opérationnel. Et voilà, donc on est évalué individuellement et collectivement. Si les chefs d'unité ou enfin les évaluateurs entre guillemets trouvent que bon, on est trop limite ou trop. Si on n'a pas le niveau tout simplement, il se pourrait qu'ils nous disent de venir à une autre session et puis éventuellement de se remettre en question et peut-être arrêter l'équipe. Bon, je vais loin, hein, mais enfin, normalement on n'en arrive pas là parce qu'on est tous. On est tous passionnés et voilà, on fait ça avec plaisir, donc il n'y a jamais de souci. Les pompiers ne sont donc jamais assurés de rester dans le groupe, un enjeu lié à la grande technicité de leur spécialité. Avec Jean-Louis ? Ouais. Aujourd'hui, ils vont s'engager dans un canyon pendant plus de 6 heures. Le canyon est isolé et peu fréquenté. Tous ne le connaissent pas. Les tests opérationnels sont également l'occasion pour les hommes de faire de la reconnaissance et de connaître le maximum de canyons dans la région. Loïs est un des pompiers les plus jeunes du groupe. C'est à lui que l'on va confier la mission de secourir une personne qui ne pourrait plus sortir par ses propres moyens. Les grosses difficultés à franchir sont évidemment les cascades et les rappels. Vous avez trouvé l'amarrage? Non. C'est quoi la manip là Alors là, c'est une manip qui consiste à faire un peu en autosecours, c'est-à-dire un équipier qui se blesserait, il est pris en charge par donc un blessé léger, il est pris en charge par son équipier. Le collègue il va faire office de victime et le but de la manœuvre c'est que je le prenne en charge, je le descende jusqu'au pied de la cascade. Il est censé avoir mal à la cheville donc je vais le prendre sur le dos. Tous les gestes vont être contrôlés avec minutie et les moindres détails, repris par les conseillers techniques. C'est mal réglé là, Loïs. Mais Loïs, il est pas assez descendu, il est vachement trop bas. Loïs, il faut que tu descendes, toi. Il faut que tu descendes. Il est trop bas, lui. On demande à Loïs une grande précision pour la réalisation de tous ses gestes. Le moindre détail compte. Ici, on demande que la corde d'assurage de la victime ne frotte pas sur le dos de Loïs.
Là, c'est mieux. Là, la corde, elle lui appuie plus sur le dos. Là. Et malgré toutes les exigences de son conseiller technique, Loïs va terminer son exercice avec succès. Oh ben Loïs, il s'est bien débrouillé. Hein. La victime, elle est arrivée dans l'eau, rapidement, sans blocage sur la corde. Donc on considère que l'objectif est atteint. Dans les canyons, il y a aussi d'autres types de secours auxquels il faut faire face. La pêche est également une activité très prisée dans les canyons de la région. Les truites s'y trouvent en bon nombre. Et c'est une aubaine pour les passionnés. Mais comme toute activité, elle comporte des risques qui parfois peuvent tourner au cauchemar. Je suis très conscient d'être passé très près d'une grosse catastrophe, oui. Parce qu'au minimum, on m'aurait coupé les jambes. En restant plus longtemps, coincé comme ça, si on m'avait retrouvé au bout de 6 ou 7 heures, on m'aurait sûrement amputé les jambes. C'est similaire à l'histoire qui est retracée dans 127 heures, dans le sens où c'était un monsieur qui était seul, qui était perdu, plus ou moins perdu dans le lit de la rivière, avec un de ses membres coincé, sans pouvoir ni se déplacer, ni appeler au secours qui que ce soit. Bernard n'oubliera jamais cette journée où, pour la première fois, il est parti pêcher tout seul. Ces cuissardes, je les avais eues 15 jours avant pour mon anniversaire. Voilà, je les ai traînées ce jour-là. Les pompiers ont découpé une jambe parce qu'elle était trop prise et l'autre pareil. Voilà, heureusement ça m'a protégé un peu ça quand même. Ça m'a évité des égratignures multiples. Heureusement que le rocher n'était pas plus haut, qu'il m'a juste fait prisonnier. Il ne m'a pas écrasé parce qu'il aurait pu me broyer les 2 jambes, hein, mais il m'a juste compressé les 2 jambes. Voilà, je suis resté comme dans un étau pendant presque 2 heures. Nous sommes un après-midi de fin d'été. La fermeture de la pêche est proche. Il ne reste plus beaucoup de jours à Bernard pour pratiquer son activité favorite. Mais l'ami qui l'accompagne toujours a aujourd'hui un empêchement. La tentation est trop forte et Bernard décide tout de même d'aller pêcher dans un coin qu'il connaît bien. Mais cette fois-ci, il décide de prendre un chemin qu'il n'a jamais emprunté. Il traverse la rivière et passe sur l'autre rive. Il cherche un nouveau coin de pêche. Nous approchons du lieu de l'accident. Voilà. Alors je suis arrivé de là. Voilà, je remontais par ici. Je venais pêcher là. En passant ici, il y avait pas mal de branches. Et je pensais aller à la Laune là-bas. J'ai pris appui sur cette roche-là, la petite. Et puis, entre les deux, il y avait un galet. Entre les deux, il y avait un galet. Et lorsque j'ai forcé dessus, ce gros rocher, il m'a basculé, il m'a coincé les jambes comme ça. Voilà, comme ça. J'étais dans cette position. Il a marché sur ce caillou, le caillou est parti, il a glissé et s'est retrouvé avec les deux pieds coincés. Ce qui fait qu'en fait, il y a un des 2 rochers qui a légèrement basculé, ce qui a suffi à lui coincer ses pieds. Sous les branches, personne ne me voyait. Tu vois la route là-bas, tu la vois bien la route. On voit la route, mais personne ne me voyait. J'avais beau hurler, personne ne m'entendait. Avec le bruit de l'eau, personne ne m'entendait. C'est assez angoissant. Hein. Ça m'a paru très long. Et là, on commence un peu à gamberger quand c'est comme ça. Puis la douleur commençait à se faire sentir. Je ne sentais plus mes 2 jambes. Ah, j'ai eu peur, j'ai balisé. Hein. Il a eu, je pense, énormément de chance parce que le rocher aurait pu continuer à rouler, même si c'est que de quelques centimètres, et lui écraser avec beaucoup plus de dommages sa jambe. Je me suis senti comme un couillon. Fait comme un rat. J'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que, bon, j'ai eu pas trop mal au début. C'était serré, c'est tout. J'arrivais pas à me dégager, c'est tout. J'avais pas trop mal.
Mais alors j'ai essayé de me dégager en prenant une branche qui était à côté. Mais seulement elle était morte, elle a cassé de suite. Et c'est là que j'ai commencé un peu à paniquer parce que le mal, j'ai senti déjà un peu plus la douleur. Alors j'ai pris le téléphone, j'ai composé le 18 et là je suis tombé sur les secours qui ont été très rapides. Ce jour-là, c'est Philippe Serre qui est le chef d'unité GMP. L'homme est coincé à 1 heure de route d'où il se trouve. Le département est vaste et les routes sont sinueuses. Mais son unité est indispensable. Ils sont les seuls à disposer du matériel nécessaire pour sortir Bernard de son guêpier. Ce matériel, c'est une unité de désincarcération autonome. Elle est répartie dans 3 sacs qui font plus de 30 kg chacun. Allez, on y va. Pars devant toi. Toi derrière moi. Là. Tu passes en dessous. Le matériel de désincarcération est prévu pour découper des véhicules tombés dans des zones inaccessibles et libérer ainsi ses occupants. Cet outil autonome est le seul à pouvoir faire bouger les 2 blocs qui emprisonnent Bernard. La présence de Philippe et de ses équipiers est attendue avec impatience. On va venir se prendre en appui ici de manière à ce que ça ripe pas. Et de l'autre côté, on viendra se prendre sur ce côté-là. De manière à verrouiller le rocher pour que lorsqu'on bouge avec l'écarteur de l'autre côté, ça ne vienne pas appuyer sur la partie centrale, sur la jambe du monsieur. C'est bon? Allez, tu le mets en place, on le met juste en tension. Et dès qu'il est en tension, on voit avec le toubib qui va arriver. Dès notre arrivée sur les lieux, la problématique était que le fait que le rocher continue à bouger, enfin bouger lorsque on posait ne serait-ce que la main dessus. Donc il fallait verrouiller la bascule de ce rocher. Prends que l'écarteur avec la rallonge. Le vérin avec la rallonge, pardon. C'est trop court? Non, c'est trop long. Hein? Ouais, c'est trop court. L'opération est délicate. Le matériel doit être correctement positionné dès le premier coup. Toute fausse manœuvre peut resserrer encore plus l'étau sur la jambe de Bernard. On met en place l'écarteur de l'autre côté. Là, on met juste en tension pour que le vérin ne tombe pas. Les 2 blocs font plus d'1,5 tonne chacun. Philippe positionne son vérin d'un côté et l'écarteur de l'autre. Mais Bernard va devoir encore patienter un petit moment avant d'être libéré. C'est bon. Donc on voit avec le toubib et dès que le toubib il est prêt, on peut sortir le monsieur. On peut pas ouvrir d'un seul coup, monsieur. On peut pas libérer d'un coup. C'était quoi ce danger? Alors le danger consiste en fait, lorsqu'on a une compression de membre, on a toute une irrigation sanguine qui ne se fait pas au niveau du membre qui est comprimé. Et lorsque l'on relâche cette compression, il y a un risque d'afflux de sang qui n'a pas été oxygéné au niveau du cœur et on peut risquer donc des complications, voire la mort. Seul le médecin va donner l'ordre final de libérer Bernard. Il faut à tout prix éviter que l'accident ne tourne au drame. Mais Bernard n'en peut plus. Lui, ce qu'il veut, c'est partir. Patienter doucement, tout ça. Moi, je voulais partir de suite. Ouais. Je dis, bon, c'est bon, on s'en va. Non, non, attendez, relaxez-vous, tout ça. Et on a attendu à peu près un quart d'heure comme ça, que la circulation de sang se refasse bien. Et puis après, ils vont litreiller et ils m'ont dirigé à l'hôpital de Cannes. Voilà. Après de longues minutes et lorsque tout danger est écarté, Gérard est enfin libéré. Il est hors de danger, mais il faut tout de même faire vite pour le mettre sous contrôle médical. Ok, c'est bon. J'ai eu énormément de chance d'avoir sur moi le portable, mais surtout qu'il passait à cet endroit-là, parce que je pêchais dans des gorges et à certains endroits, le téléphone ne passait pas. Et heureusement que ça m'arrive maintenant,
que ça ne m'est pas arrivé au début que j'allais pêcher, il y a 15 ans de ça, parce que peut-être je serais encore là-bas dans cet endroit. La garde du GMP est basée à Vence. Elle est dans le kit canyon, la corde, les mecs. Hein. Tous les jours, ils sont prêts à intervenir sur tout type de secours. Et même en canyoning, ils tombent parfois sur des interventions des plus insolites. Bah écoutez, j'ai mal fermé, ils sont partis et voilà, ça fait une semaine que je les cherche. Là. Je commençais vraiment à m'inquiéter, quoi. Et si personne passait hier, un canyoning est passé et m'a appelé, sinon je ne les trouvais jamais, quoi. La mission des pompiers est de protéger les personnes, mais également les biens des personnes. Donc là, on part pour aller chercher 2 chiens qui seraient embarrés dans la clue de Riolan. Donc, d'après les requérants, ce serait sur la barrage 7. Donc il y a un accès avec 4 rappels, ça serait 20 mètres en contrebas. Donc voilà, donc on part pour aller sortir ces chiens qui sont dans une falaise rocheuse. Les animaux sont perdus dans la clue de Riolan, un canyon très encaissé où il n'y a pratiquement pas d'échappatoire possible. Les pompiers connaissent bien l'endroit, mais ils ont très peu d'informations sur la localisation des bêtes. C'est après le toboggan de la mort, donc ça serait dans la partie basse. Donc voilà, moi j'ai pas plus d'infos. Le groupe va devoir s'engager en plein canyon, et même s'il ne s'agit que de chiens, ils vont devoir les sortir de là. Comme on sait tous, les chiens c'est la propriété d'une personne et on ne peut pas les laisser livrés à eux-mêmes dans une barre rocheuse, ils risqueraient de se blesser ou voire de mourir. Donc il faut les extraire et les rendre à leur propriétaire. Les pompiers vont pénétrer dans le canyon par un accès de secours, le seul du canyon. Il permet d'arriver directement à la moitié du parcours, qui dure au total 5 heures. Trouver les chiens n'est pas gagné d'avance. Tout à coup, les chiens répondent à la présence humaine. Ils sont apeurés, affamés, et tout de suite viennent au contact des sauveteurs. Et n'oublie pas de passer le message aux colis comme quoi on est au contact des chiens et qu'on remonte par un chemin d'accès difficile. Reçu? Ils n'ont pas manqué depuis combien de temps? Ah, je sais pas, hein. Au moins une semaine, je pense. Tiens-moi, Chichi, tiens. Les chiens ont été signalés par des camionneurs qui, la veille, les ont découverts affamés dans la clue de Riolan et ont donné l'alerte. S'il n'y a pas des camionneurs qui les prennent en charge jusqu'à la base du canyon, il est fort probable qu'ils meurent ici. Ouais. Il faut maintenant remonter les chiens. Ils sont épuisés et ont du mal à avancer, même aidés par les pompiers. Allez. Lui il court et s'il tombe. Il n'a pas le collier, il n'a rien. Eh oui, tu marches la sangle. Eh oui, pépère. Voilà. Allez, c'est rien. C'est rien. Oui, t'es un gentil chien. Toi aussi. Allez. Allez. Tu vois là, il monte pas tout seul. Hein. Là, si on l'aide pas un peu, tu vois, il ose pas. Hein. Allez. Allez, allez, voilà. Allez, allez. Viens, maman. Allez. Hop. Voilà. Allez. 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 Après plus d'une semaine d'absence, le propriétaire revoit au loin, enfin, remonter ses chiens. Il est là, papa. Bonjour. 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 Ça fait une semaine, là. J'en pouvais plus, quoi. Je décompresse. L'homme est enfin soulagé et les retrouvailles sont chaleureuses. Une mission que seuls les pompiers du GMP pouvaient réaliser. Retour à la caserne de Vence.
nous retrouvons Éric Sapet qui aujourd'hui va s'occuper de l'entraînement des médecins pompiers spécialisés en milieu périlleux. Il leur a préparé un terrain de progression particulièrement aérien, le Bahou de Saint-Janet, avec sa barre rocheuse de plus de 200 mètres de haut. Tous ces entraînements-là, au niveau médecin, c'est pour que de leur côté, ils appréhendent au mieux les situations auxquelles ils vont être confrontés, c'est-à-dire treuillage, progression en paroi, rappel, passage de vire, appréhender au mieux la peur du vide, La hauteur, ça se maîtrise, c'est toujours la même chose. Avant de commencer, les médecins vont devoir faire une marche d'approche de plus d'une demi-heure. Il n'y a pas de temps à perdre. Le parcours aérien pour les médecins doit être prêt dans quelques minutes. Yo, transmets. Ouais, ben dépêchez-vous parce que d'ici un quart d'heure, l'hélico il est là. Bon, tracé quoi. Allez. Hey, qu'est-ce que tu attends là aujourd'hui des médecins? Ce que j'attends des médecins, ben déjà qu'ils soient à l'aise dans tout ce qu'on va faire et puis bon, que ça leur apporte un plus au niveau de la pratique qu'ils ont habituellement pour pouvoir justement appréhender au mieux le travail qu'ils ont à faire sur une intervention. En gros, c'est le travail qui est demandé pour aujourd'hui. Voilà. On apprend quelques petites techniques pour être plus à l'aise en paroi, en treuillage, plus efficace et moins gêné s'il y a une progression éventuelle pour un secours. Être à l'aise, rapide, efficace, sans trop se poser de questions. C'est important ce genre de journée là, Nicolas? Ah, c'est important parce que c'est rarement on peut s'entraîner dans un milieu aussi périlleux, c'est de la falaise, il n'y a pas plus vertical. Donc c'est vrai que ça nous apporte toujours beaucoup d'informations, beaucoup de techniques. Il faut faire ça régulièrement pour être autonome, parfaitement autonome. Les médecins vont se faire élitreuiller dans un premier temps en pleine paroi. L'opération est délicate. Tout le monde doit être parfaitement coordonné. Les pilotes, les médecins et les secouristes. Le moment le plus dangereux est arrivé. En pleine paroi, au moment du largage du treuil. Personne n'a le droit à l'erreur. Il faut que la récupération soit parfaite. Les médecins arrivent sur une main courante et se larguent sous le contrôle des secouristes. L'hélicoptère, lui, est à flanc de falaise. Tous ont une parfaite maîtrise de leur technique. Le treuillage, c'est vraiment un moment très délicat. L'hélico, il peut se passer beaucoup de choses. Il faut être très concentré sur les manœuvres. Les gestes sont toujours les mêmes, sont bien précis, bien codifiés. Il ne faut pas commencer à faire un peu n'importe quoi. Il faut vraiment bien faire attention. Faire attention, mais aussi appréhender la hauteur. Il y a 200 mètres de gaz, donc c'est vrai que bon, il faut gérer ça. Il faut être suffisamment zen pour pouvoir travailler avec une victime. C'est ça qui nous motive tous en fait. Donc il faut être suffisamment tranquille pour pouvoir travailler éventuellement en paroi. Voilà. Bon Nico, tu verras, là ça descend, c'est là que c'est un peu pourri, tu vois. D'accord. Donc faire gaffe là. Et après j'ai fait une dev sur un CAD. D'accord. Tu t'en serviras pour tirer, pour te remonter, et après t'atterris sur le relais. C'est juste là, tu as 10 mètres à faire, ok? Tout le long du parcours, une dizaine de pompiers du GMP assurent la progression des médecins exactement comme en intervention. Les 6 médecins présents devront tous passer à tour de rôle, au treuillage, au rappel et à la progression en falaise. Sandra Lantelme, la seule femme médecin-pompier du groupe, est à son tour élitreuillée. Elle connaît bien la manœuvre et sait qu'il faut faire toujours preuve de la plus grande vigilance.
La chose la plus délicate, c'est le treuillage comme ça en paroi. C'est vrai qu'il y a un moment donné où on reste... il y a un petit temps où on est accroché à la paroi et à l'hélico, donc c'est là où il ne faut pas faire d'erreur. Mais après, ce sont des manips de corde dont on a l'habitude. Il y a juste le gaz et cette sensation de vide qu'on a dessous qu'on apprend à maîtriser il faut qu'il remonte à pied au fur et à mesure des entraînements. Toujours cette notion de vide qu'il faut maîtriser. Elle n'est jamais acquise et il faut en permanence la côtoyer. Dans le parcours, tout type de progression est abordé et les sensations sont garanties. Le spectacle est grandiose. Il est temps maintenant, après la descente, d'attaquer les techniques de remontée autonome sur corde. Rien n'est indiqué à l'avance aux médecins. Ils doivent s'adapter à tous les cas de figure. Tu découvres toujours le parcours, hein, c'est comme dans un vrai secours en réalité, hein, tu ne sais jamais vraiment sur quoi tu vas, donc il faut être adaptable et justement on nous apprend à avoir ces techniques-là pour pouvoir se débrouiller, quelles que soient les circonstances, se débrouiller à tout enquiller. C'est mission réussie là pour toi aujourd'hui? Ah, c'est mission réussie. Hein. L'exercice se termine et tout le monde, médecins et secouristes, semblent satisfaits de leur journée. Ça va, ça s'est bien passé. Ils sont aptes? Ouais, ils sont aptes, puis bon, de toute façon... Quand tu pratiques comme ça, si tu n'es pas apte, tu fais pas quoi. Au niveau verticalité, un peu configuration du terrain et tout, par rapport à ce que tu as vu, c'est quand même un bel atelier quoi. Un bel exercice technique. Vous n'avez pas fait de cadeau là sur les... Non, il n'y a pas eu de cadeau. Faut pas justement. Non, il ne faut pas parce que bon, peut-être que c'est demain, ils vont être confrontés à ce genre de situation et puis bon, c'est peut-être ce qu'ils ont fait aujourd'hui qui leur servira dans le futur quoi. Les médecins du GMP sont basés sur la base hélicoptère de la sécurité civile de Cannes. Une base ultramoderne où ils sont capables d'intervenir dans tout le département. Nous retrouvons Nicolas qui, comme tous les matins, doit vérifier tout son matériel médical, mais aussi tout son matériel de progression en milieu périlleux. Ça c'est quoi ça? Matériel Canyon. Tu vas le prendre tout le temps avec toi? Ouais, dans mon kit personnel, j'ai toujours ce qu'il faut pour faire une intervention en canyon. Il faut pouvoir faire face à n'importe quoi. Donc il faut le matériel à la fois de canyon, à la fois de falaise, à la fois d'hiver, à la fois d'été. Parce que en montagne maintenant, on va monter à 2500 ou à 3000 mètres. Il peut y avoir très froid, il peut y avoir de la neige à cette époque-là. On peut prendre une averse de grêle. Donc si c'était en petit t-shirt, tu ne peux pas travailler, quoi. C'est pas possible. Les médecins doivent par tous les temps faire face à n'importe quel environnement périlleux. Ils ne savent jamais sur quoi ils vont tomber. Qu'est-ce que c'est une chute? Une personne vient de faire une chute de plusieurs mètres sur un sentier de montagne, inaccessible par la route. L'hélicoptère est la seule issue rapide pour porter secours aux promeneurs. L'équipage doit être prêt à un éventuel hélitreuillage. Oui, apparemment, il y a une notion d'hélitreuillage parce qu'elle est sur un chemin et apparemment le VSAB, le véhicule de secours, n'est pas au contact. Donc on sera certainement appelé à déposer nos secouristes. En fonction de l'environnement, soit on pose directement à côté parce que le chemin est suffisamment vaste pour qu'on puisse y poser. Sinon, on les treuillera sur place. Voilà. La première mission de l'équipage est de repérer, avec les informations qu'ils ont, l'emplacement exact de la victime. Les premiers secouristes ont été hélitreuillés sur zone et ils demandent l'intervention du médecin qui va être hélitreuillé à son tour.
Monsieur, bonjour. Vous êtes tombé d'où, monsieur? D'en haut. D'en haut. Vous avez mal où, là? L'épaule, le poignet, Oui. les genoux, Oui. la côte. Oui. Et j'ai tapé la tête. D'accord. Vous avez perdu connaissance ou non? Non. D'accord. C'est cette épaule qui fait mal? Non, les deux épaules. À droite. D'accord. Voilà. Donc on peut faire déjà descendre la perche. Hein. La perche, dans le jargon, c'est le brancard. L'homme a visiblement un grand nombre de fractures et il va donc être immobilisé complètement pour un transport d'urgence à l'hôpital de Nice. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne travaille jamais dans les mêmes conditions. Et on est surtout dans un milieu qui est un peu hostile, ça peut être la pente, ça peut être les dangers objectifs, ça peut être le froid, le vent, la neige, etc. Donc ça, se préparer, c'est nos entraînements, c'est la pratique de la montagne, c'est la pratique de l'escalade, au moins des manips de cordes et ce genre de choses qu'on fait lors de nos entraînements avec le grimpe. Et puis après, c'est une adaptation au milieu et à nos techniques médicales, entre guillemets, quoi. Les équipes du GMP effectuent près de 150 interventions par an dans les Alpes-Maritimes. Leurs interventions permettent de sauver des vies dans les situations les plus périlleuses. C'est grâce à leur grande expérience et à leur dévouement que la majorité des opérations se réalisent avec succès.